On n'a jamais eu autant d'atteintes aux libertés publiques depuis la Deuxième Guerre mondiale en Occident, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nos libertés sont précieuses, on a fait des guerres pour les protéger et parfois même pour les affirmer, comme la guerre d'indépendance états-unienne en l'occurrence, qui devait affirmer notamment la liberté d'expression. Je répète toujours, je dis, personne n'a réponse à tout, parce que quelqu'un qui vous dit j'ai réponse à tout, lui, c'est un clown. En revanche, il va avoir question à tout. C'est ça le boulot. Moi, je veux savoir, je veux comprendre. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, mais j'essaie de comprendre, donc je confronte et après, je me fais une opinion. Et je crois que tout le monde doit faire ça. Bonjour tout le monde, Alexa Lavoie pour Rebelle News. Et les 7 et 8 octobre dernier, 2 conférences se sont tenues à Saint-Hyacinthe, mettant en avant plusieurs panélistes, dont le professeur Didier Raoult. Monsieur Raoult est infectiologue et microbiologiste. Il a dirigé l'IHU Méditerranée Infection à Marseille pendant plusieurs années. Il a été largement censuré et critiqué sur la place publique pour avoir mentionné les résultats de ses recherches sur le traitement de la COVID-19 par l'hydroxychloroquine. Parmi les autres panélistes se trouvaient Bernard Massy, Patrick Provost, Idriss Aberkane ainsi qu'André Berkoff. Aujourd'hui, je vous offre une entrevue avec M. André Berkoff ainsi qu'Idriss Aberkane. Pour ceux qui ne les connaissent pas, M. Berkoff détient plusieurs expériences en tant que journaliste et écrivain. Il est né à Beyrouth, au Liban, et réside en France. Au cours de sa longue carrière, Berkoff a écrit pour plusieurs grands journaux et magazines français, dont Le Figaro, Le Point et L'Express. Il a également travaillé abondamment à la radio et à la télévision, animant plusieurs émissions populaires d'information. En ce qui concerne Idriss Aberkane, ce dernier est titulaire d'un baccalauréat en sciences et a poursuivi ses études universitaires à l'Université Paris-Sud en sciences de la vie. Actuellement, Idriss Aberkane produit plusieurs vidéos sur YouTube, mais au cours de sa vie, il a contribué à des articles pour le magazine Le Point et Off-Post. Aujourd'hui, nous abordons plusieurs sujets, notamment la montée de la censure, le journalisme en 2023, la dérive canadienne, ainsi que le sujet brûlant du moment, la théorie du genre. Je vous laisse regarder. Moi, je suis essayiste, mais aujourd'hui, je suis connu sur YouTube où ma chaîne a plus de 900 000 abonnés. Mais au départ, je suis chercheur et essayiste. J'avais notamment parlé des neurosciences, mais rapidement, comme j'ai été journaliste aussi, je me suis positionné sur le journalisme citoyen. Donc, le grand mouvement qu'on a voulu organiser, notamment avec André Berkoff, c'est de sensibiliser les citoyens au journalisme, parce qu'aujourd'hui, on a atteint une époque où le journalisme ne peut pas être monopolisé par les grands médias. Il faut que chaque citoyen soit journaliste. Il faut que chaque citoyen soit capable de synthétiser l'information, de la recueillir, de la critiquer. Et il ne faut pas que tous les citoyens pensent pareil. Et donc aujourd'hui, mon grand sujet, c'est le journalisme citoyen. Et c'est pour ça qu'on a fait cette conférence aujourd'hui. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport au fait que justement, avec la montée de journalisme indépendant, il y a aussi une augmentation de censure par les gouvernements? Oui, c'est assez remarquable. Normalement, les gouvernements devraient être heureux s'ils étaient vraiment démocratiques et s'ils étaient tous pour la pluralité de l'information et le droit, la charte de Munich, le droit du public à connaître la vérité. Tous les gouvernements, en tout cas occidentaux, devraient être contents de l'émergence du journalisme citoyen. Et ce qu'on a observé depuis 3 ans, c'est qu'au contraire, la plupart des gouvernements occidentaux ont peur de l'émergence du journalisme citoyen. Et ça, selon moi, c'est un symptôme très grave d'une dérive totalitaire, on peut le dire, d'une dérive en tout cas de censure. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose que les citoyens s'organisent pour faire de la presse, parce que on voit bien qu'autrement, les gouvernements les auraient censurés. Donc les citoyens se sont organisés avant que la censure ne devienne normalisée. Mais on a observé une normalisation de la censure depuis plusieurs années. Est-ce que vous auriez une idée de comment on peut éviter cette censure-là pour justement donner un contre-pouvoir contre les informations qu'on reçoit d'un côté qui est le gouvernement? On peut pas censurer, on peut censurer 1 million de citoyens, mais on ne peut pas censurer 1 million de journalistes. Donc si tous les citoyens font ce que l'on appelle du micro-journalisme, que chaque semaine, ils essaient d'écrire un billet de blog, d'organiser un petit direct sur X, Twitter ou sur YouTube, c'est facile aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de moyens, c'est comme l'imprimerie du temps de Gutenberg où on pouvait diffuser les idées plus facilement. Aujourd'hui, un citoyen n'a jamais eu autant de moyens. Vous savez, au Québec, vous dites empouvoiré. Eh bien, un citoyen n'a jamais été aussi empouvoiré, empowered, avec
la capacité de faire des directs sur Twitter, sur X, sur YouTube. C'est devenu tellement simple, il faut utiliser ces outils. Donc on retrouve par exemple dans l'anglosphère, vous savez, l'Oscanzucus, donc Australie, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et États-Unis, Oscanzucus ou anglosphère. On a observé que les leaders pensaient pareil, qu'on avait Jacinda Ardern et Justin Trudeau qui étaient dans deux pays très éloignés, presque aux antipodes l'un de l'autre, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui pensaient la même chose, qui avaient les mêmes préconisations, qui donnaient les mêmes politiques. Et il se trouve que tous les deux avaient été soit des Young Leaders, soit des Young Fellows du World Economic Forum. Donc quand Klaus Schwab dit « nous pénétrons les cabinets », c'est une atteinte très grave à la démocratie parce que personne n'a élu ce monsieur. Il a, en l'occurrence, des idées très particulières. Le Forum économique mondial a des idées contre les libertés publiques. Il les affirme dans ses mémorandas. Il a affirmé la propriété privée est une mauvaise chose, la liberté d'expression est une mauvaise chose, la vie privée est une mauvaise chose. Donc on voit dans les mémorandas du World Economic Forum, on voit des pamphlets qui disent « je n'ai pas de liberté, je suis très heureux ». Ça, c'est gravissime. On n'a jamais eu autant d'atteintes aux libertés publiques depuis la Deuxième Guerre mondiale en Occident, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nos libertés sont précieuses, on a fait des guerres pour les protéger et parfois même pour les affirmer, comme la guerre d'indépendance états-unienne en l'occurrence, qui devait affirmer notamment la liberté d'expression. Et donc on ne peut pas laisser un petit groupe de personnes non élues attaquer nos libertés, ce n'est pas envisageable. Et justement, vous êtes français. Qu'est-ce que vous pensez du Canada, de la condition au Canada, de la dérive canadienne? J'ai eu très peur quand j'ai vu le mouvement des truckers. Vous avez eu cette contestation et les truckers ont pu voir leur compte en banque confisqué. D'une part, j'ai été absolument abasourdi de voir le Parlement du Canada faire une ovation debout à un ancien nazi, à un ancien de la Waffen-SS, qui est un criminel de guerre, puisque les textes de loi sur les crimes de guerre sont formels. Quand votre unité a participé à un crime de guerre, vous êtes un criminel de guerre aussi. En l'occurrence, cette personne, on ne pouvait ignorer son passé, et elle a reçu une ovation debout par le Parlement d'une puissance qui a lutté contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, ces dérives sont inacceptables, et qu'on ait d'un côté les truckers qui ont été accusés d'être des fascistes. Certains, dans la politique québécoise et canadienne en général, ont dit que les truckers étaient d'extrême droite. Ils ont affirmé cela sans aucune preuve. Et quelques années après, ils reçoivent un ancien nazi et lui font une ovation debout. Ça, j'ai trouvé ça absolument choquant. Je suis écrivain, journaliste, je travaille à la radio, à la télévision, c'est une émission que j'anime, avec lesquelles, en tout cas une caractéristique pour moi, c'est d'avoir une entière liberté de mes invités, de mes propos, et voilà. Je fais ça depuis des années, et ça a été à 14 ans, j'ai eu envie que de faire du journalisme, parce que j'avais envie de voyager, d'écrire et rencontrer des gens. Puisque vous êtes journaliste vous-même, comment trouvez-vous le journalisme en 2023? Pas simple, parce que il y a deux choses. Il y a toujours des journalistes qui font très bien leur boulot et qui vont, qui enquêtent et puis qui essayent de sortir des informations. Et puis il y a d'autres, parce qu'il y a une très grande concentration, en tout cas je parle de la France, mais pas seulement de la presse et tout ça, qui semblent s'être résignés à obéir à une doxa, à un discours formaté, à un discours connu, à un discours conformiste, et qui répond très souvent à des conflits d'intérêts, un peu patronnés par des actionnaires, et je trouve que c'est très dommage, parce que moi je suis pour la confrontation des idées, et des propos et des opinions, et que c'est très important surtout que quand on parle de quelque chose, on ait le temps d'enquêter pour voir de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas, on n'est pas médecin pour parler mais au moins interroger des gens d'opinions diverses et pas choisir de façon extrêmement délibérée de ne prendre qu'un son de cloche, de ne prendre qu'un seul discours, parce que ça, ce n'est pas de la formation, mais de la désinformation. Vous avez, le pouvoir a toujours tendance, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, à vouloir étouffer les gens qui ne pensent pas comme lui. Vous savez, le pouvoir, c'est le camp du bien. Moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, conformez-vous, faites comme je vous dis, et puis comme ça, on vous laissera tranquille. Il y a 20% des gens importants, les 80%, on n'en a rien à faire, donc on sera tranquille. Et donc, comme effectivement aujourd'hui, c'est sur Internet et sur les réseaux sociaux qu'il y a une immense diversité d'informations, on essaye de canaliser, de
resserré, etc. On le voit très bien. C'est intéressant, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une tendance chez les gens à aller chercher un peu partout l'information, les chroniques, les témoignages, et je crois que c'est une très bonne chose. Mais il y aura toujours cette lutte, en tout cas cette tentation du pouvoir à essayer d'étouffer, et ce devoir des journalistes citoyens, des hommes et des femmes de médias, à essayer d'ouvrir le jeu. Je crois que ce sera tant qu'il y aura des hommes et des femmes, ça restera. Vous savez, l'histoire montre très bien, la grande histoire comme la petite histoire, que ce sont les gens qui ont dit non à un moment donné, qui ont dit, écoutez, laissez-moi penser par moi-même, et laissez-moi trouver par moi-même et formuler par moi-même, ce sont ceux-là qui ont changé l'histoire, en petit ou en grand. Donc je crois que c'est très important. Effectivement, vous savez, il y a des narratifs qui sont là, mais ils s'effondrent. Rappelez-vous, au début du Covid, tous vaccinés, tous protégés. Au début de la guerre Ukraine-Russie, Poutine c'est Hitler, Zelensky c'est Churchill. Je veux dire, etc., etc. On l'a bien vu, y compris chez vous, il n'y a pas longtemps, à propos de Hitler. Mais enfin, passons. Et puis, le réchauffement climatique également. Bon, c'est plus compliqué que ça, le CO2. Je veux dire, et écoutez des scientifiques, écoutez des gens divers qui vous disent des choses diverses. Et au lieu de dire non, ceux-là sont des charlatans, mais qui vous êtes, je dis ça à ces autorités pour décréter qui est charlatan ou non, non. Vous savez, c'est comme on dit complotistes. Qu'est-ce que c'est que les complotistes? Ce sont ceux qui dévoilent ce que sont les véritables comploteurs. C'est ça le problème. Donc, faut surtout ouvrir. Moi, je répète toujours, je dis, personne n'a réponse à tout, parce que quelqu'un qui vous dit j'ai réponse à tout, c'est un clown. En revanche, il va avoir question à tout. C'est ça le boulot. Moi, je veux savoir, je veux comprendre. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, mais j'essaie de comprendre, donc je confronte, et après, je me fais une opinion. Et je crois que tout le monde doit faire ça. En fait, justement, j'aimerais avoir votre opinion sur un sujet très chaud de l'heure, qui est les soulèvements qu'on voit arriver un peu partout, dans les pays surtout industrialisés, par rapport à la théorie du genre dans les écoles. C'est quoi votre position et qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais personnellement, je vais vous dire ce qui me gêne profondément, parce que au départ, on pourrait dire, voilà, mais je suis libre. Si j'ai envie d'être un homme, une femme, un chat, un arbre, un fourmilier tamanoir ou une chèvre, c'est mon droit. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que derrière ça, il y a une volonté d'oublier la biologie. De dire, nous ne sommes pas des êtres. Or, la biologie, ça fait partie, on est fait, un homme, une femme, on est fait, c'est pas une question de différence, c'est qu'on est fait différemment. Regardez ce qui se passe, je vous donne un exemple très précis. Le sport féminin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Joe devient Emma, Joe était 430e au tournoi de natation. Il devient Emma, il participe à la natation féminine et il gagne, évidemment. Et je ne parle pas de la boxe, et je ne parle pas de la lutte. Évidemment, il y a quand même des différences physiologiques, des différences... Alors, je ne dis pas, si vous avez envie de changer de sexe, c'est votre problème, mais n'en faites pas une morale, et n'obligez pas les autres, et n'en faites pas une... Voilà. Et puis, on voit très très bien que quand on dit à un gosse, à l'âge où on ne sait pas très bien où on est, où on habite, de faire des expansions chirurgicales, de prendre des hormones, etc., et qu'après, il peut regretter, non. Je trouve ça inadmissible. Si vous voulez que, pour moi, un adulte fait ses choix, mettons, si vous avez envie d'être ce que vous avez, je respecte, j'ai pas de problème là-dessus, mais je trouve inadmissible qu'un gosse soit amené et que les parents laissent faire pour des choses qui peuvent être irrémédiables. Je crois que ce sont des gens qui ne savent plus, encore une fois, qui n'ont plus d'idéologie, qui n'ont plus de croyances et qui veulent se différencier et qui pensent que comme ça, ils vont créer leur tribu. Vous savez, ça se passe quand il n'y a plus de projet collectif. Chacun c'est sa petite tribu. Et moi, ma petite tribu, c'est d'être un binaire, etc., etc. Et je ne vois plus que des binaires. Et vous savez, c'est ce que c'est en fait, c'est le phénomène de la secte. Quand des gens ne savent plus où ils sont et ils sont un peu perdus, eh bien c'est formidable, la secte, ça l'accueille, on est entre nous, on se réchauffe, on est content, et puis tous les autres sont des étrangers dont il faut avoir peur et se méfier. Je crois que c'est vraiment ça. Donc, n'oubliez pas, nous voulons stopper la censure. Et donc, une manière de le faire est de faire entendre votre voix. Donc, allez signer notre pétition à stopthecensorship.ca. Signez-la, partagez-la et faites entendre votre voix.